Guedel 24 News, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, génocide sioniste à Raza, 4 Palestiniens tombant martyrs dans un nouveau bombardement dans le quartier de Choujaï. L'hiver plus rude que jamais pour les Palestiniens de Raza. Au milieu des décombres, des familles entières sont confrontées à une réelle menace mortelle liée aux températures hivernales extrêmes. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu un appel téléphonique du roi du royaume hachémite de Jordanie, Abdallah II, avec qui il a échangé des points de vue sur la situation prévalant dans le monde. Conflit au Soudan, l'Organisation internationale pour les migrations prévoit le déplacement de 100 000 Soudanais de l'État du sud de Kordofan si les combats se poursuivent dans la ville de Kadougli. Et enfin, le président russe Vladimir Poutine a accueilli ce dimanche à Saint-Pétersbourg le sommet du Conseil économique suprême eurasien. Bonsoir à toutes et à tous. Toujours aucun répit pour les Palestiniens de Raza. Les corps de 4 martyrs et plusieurs blessés ont été évacués vers l'hôpital Shifa ce dimanche à la suite d'un raid sioniste qui a visé un rassemblement dans la rue d'Al-Mansoura dans le quartier de Choujaïa. Une nouvelle violation des forces d'occupation sionistes de l'accord de cessez-le-feu qui continue également de bombarder des maisons à l'est de Khan Younes et dans le camp de Marazi au centre de l'enclave. Cinq Palestiniens, dont 2 enfants et une femme, sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans l'effondrement d'une maison détruite abritant des personnes déplacées dans le quartier de Sheikh Radouane à Raza. La défense civile a indiqué avoir récupéré les corps de 2 martyrs, tandis que 3 membres de la famille sont toujours portés disparus. Comme vous le savez, madame, monsieur, depuis octobre 2023, plus de 90% de la bande de Raza a été réduite en poussière par les forces d'occupation sionistes. Sans maison et sans abri, des Gazaouis à Khan Younes récupèrent du fer dans les décombres de bâtiments détruits pour construire des abris. À Madame Zenzitouni. Alors que l'hiver s'installe à Raza, des Palestiniens déplacés fouillent quotidiennement les décombres des habitations détruites par les bombardements sionistes afin de se procurer du fer pour solidifier leurs abris dans une enclave qui mettra des années à se remettre du génocide. Nous avons construit cet abri, nous n'avons pas d'autre solution. Les matériaux de construction ne sont pas autorisés à entrer vu la fermeture des frontières. Nous avons récupéré du fer de la maison détruite après l'avoir séparé du béton. Nous l'avons redressé, façonné en arche pour que l'eau de pluie puisse ruisseler dessus sans pénétrer à l'intérieur. C'est moins coûteux, même si cela demande un effort physique. Le fer à béton est désormais très demandé à Raza, où de nombreux habitants passent des jours à extraire les barres entortillées dans les décombres avec des outils rudimentaires comme des pelles, des pioches et des marteaux. Les Razaouis n'hésitent pas à croiser les fers pour avoir un toit au-dessus de la tête, tout en espérant des jours meilleurs. Nous espérons que les postes frontières rouvriront pour permettre l'entrée du ciment et du fer ainsi que le passage d'engins lourds pour enlever les décombres afin que nous puissions construire une maison où nous installer, nous reposer et oublier les soucis, la peur et la terreur que nous avons subis. Animés d'une volonté farouche de vivre, les Palestiniens relèvent le défi et donnent au monde entier une leçon de résilience. Raza renaît de ses cendres. L'hiver est d'autant plus rude pour les Palestiniens vivant sous des tentes ou des abris de fortune. Au milieu des décombres, des familles entières sont confrontées à une réelle menace mortelle liée aux températures hivernales extrêmes. Sans nourriture ni vêtements adéquats, le nombre de personnes mortes d'hypothermie ne fait qu'augmenter et les enfants étant les premières victimes. Souhila Kelal.
Dans les petites allées qui séparent les tentes de fortune, ces petits Razaouis jouent au ballon comme tous les enfants de leur âge. Mais être des enfants de Raza fait d'eux des proies potentielles. Telle une épée de Damoclès, les températures négatives menacent la vie de ces petits êtres fragiles dont les corps frêles n'arrivent plus à faire face aux dures conditions météorologiques hivernales. Nous recevons fréquemment des enfants souffrant d'hypothermie et malheureusement, certains n'y survivent pas. D'autres enfants étaient déjà morts à leur arrivée à l'hôpital. C'est devenu une réalité extrêmement dure pour les enfants de la bande de Raza. Un génocide de 2 ans qui a détruit toutes les conditions d'une vie digne, une famine et une malnutrition aiguë qui ont affaibli les métabolismes, une vie sous des tentes malmenées par les caprices de Dame Nature. Si la vie à Raza est devenue pénible, en hiver, elle est juste invivable. J'aimerais tellement que nous recevions au moins des couvertures pour que les enfants puissent supporter le froid. Nos vêtements et couvertures n'ont pas encore séché après la dernière pluie. Quand il pleut, nous risquons de nous noyer et nous n'avons rien pour nous protéger du froid. On ne nous a donné qu'une seule couverture au camp alors que nous sommes une famille de 5. Comment une seule couverture peut-elle suffire? J'ai aussi un enfant handicapé qui souffre d'une maladie rénale. La violente tempête qui a frappé la bande de Raza dernièrement a coûté la vie à 13 enfants. La dernière victime en date était un nourrisson mort d'hypothermie à Khan Younes. Une véritable tragédie qui met en lumière la situation humanitaire catastrophique de l'enclave. Le CICR a d'ailleurs appelé l'entité sioniste à autoriser l'acheminement d'un plus grand nombre de matériel humanitaire, de tentes et de maisons mobiles. En attendant, Raza continue de compter ses morts. L'accès à l'aide humanitaire s'est légèrement amélioré dans la bande de Raza depuis le cessez-le-feu fragile d'octobre, mais cette amélioration reste très limitée et ne suffit pas à inverser les effets d'une crise humanitaire profonde et durable. Les détails, Samira Bouabdallah. À Gaza, après plus de 2 ans d'agression sioniste et de génocide, les organisations internationales affirment que l'enclave n'est plus officiellement classée en situation de famine. Une annonce rendue possible par une légère amélioration de l'accès à l'aide humanitaire depuis le cessez-le-feu. Mais sur le terrain, la réalité reste implacable. Des milliers d'enfants continuent de souffrir de malnutrition aiguë sévère, faute de nourriture adaptée, de soins et de revenus. Mon fils ne court pas comme les autres enfants, il ne joue pas, sa taille n'a pas changé, il est resté petit. J'ai déjà perdu mon fils aîné après des semaines de malnutrition, je ne suis pas prête à perdre le second. Malgré le retour partiel de certains produits alimentaires sur le marché, de nombreuses familles restent incapables de se nourrir correctement, les prix sont élevés, les revenus inexistants et les aliments riches en protéines demeurent rares. Ma fille a 4 ans et ne pèse que 5 kilos. Avant l'agression, elle marchait, elle jouait. Aujourd'hui, elle ne marche plus et sa croissance est complètement arrêtée. Nous n'avons aucun moyen pour lui acheter à manger. À l'hôpital Nasser, les médecins parlent de malnutrition aiguë sévère, la forme la plus dangereuse de la faim, des enfants dont le poids est parfois 3 fois inférieur à la normale. These are 2 examples for severe acute malnutrition. Ces enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère avec œdème nutritionnel. Leur état est critique et nous craignons une augmentation des cas car les protéines restent très rares à Raza. While the protein is not so available. Les Nations Unies et les organisations humanitaires confirment une légère amélioration de l'accès à la nourriture, avec en moyenne 2 repas par jour. Mais elles alertent sur la faible valeur nutritive des aliments disponibles et sur les entraves persistantes à l'acheminement de l'aide. Je peux vous confirmer que les gens prennent en moyenne 2 repas par jour, ce qui est différent. Si je regarde, il n'y avait qu'un seul repas par jour en juillet. Il convient de souligner que la situation s'est améliorée en termes d'accès à la nourriture, mais les conditions de vie à Raza restent très précaires. Officiellement, Gaza n'est plus classée en situation de famine, mais pour des dizaines de milliers d'enfants menacés par la malnutrition aiguë, la survie reste un combat quotidien dans une enclave toujours sous blocus et dépendante d'un accès humanitaire durable et sans entrave. Les 4 médiateurs pour le cessez-le-feu à Raza ont évalué la mise en œuvre de la première phase de l'accord conclu entre le Hamas et l'entité sioniste et ont échangé leur point de vue sur l'élaboration d'une feuille de route pour la prochaine phase de l'accord.
C'est ce qu'a déclaré samedi le ministère turc des Affaires étrangères. Concernant la deuxième phase, les médiateurs ont discuté des dispositions visant à garantir que Rafah soit gouvernée par la population de Rafah, ainsi que des mesures à prendre concernant le Conseil de la paix et la force internationale de stabilisation prévues dans le plan. En Cisjordanie occupée, les forces d'occupation mènent de nouveaux raids d'agression sur plusieurs gouvernorats. 2 Palestiniens sont tombés en martyrs samedi soir au sud de Jenin, dont un adolescent de 16 ans qui a succombé à ses blessures, selon l'agence de presse palestinienne officielle Wafa. Les forces d'occupation ont par ailleurs fait irruption au sud-est de Beit Laham et se sont déployées dans plusieurs quartiers. L'entrée principale du checkpoint d'Atara au nord de Ramallah a également été fermée, provoquant un embouteillage monstre et obligeant les citoyens à emprunter des itinéraires plus longs. On en parlait tout à l'heure en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce dimanche un appel téléphonique du roi du royaume hachémite de Jordanie, Abdallah II, avec lequel il a échangé des points de vue sur la situation prévalant dans le monde arabe en particulier. Les 2 parties ont également convenu d'une prochaine rencontre pour approfondir de nombreuses questions, notamment celles d'intérêt commun. À cette occasion, Sa Majesté le Roi a félicité le président de la République et le peuple algérien pour la nouvelle année en souhaitant à l'Algérie une prospérité continue. Le secrétaire d'État auprès du ministre algérien des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale établie à l'étranger, Sofiane Cheyeb, a supervisé les cérémonies de la célébration de la Journée mondiale de la langue arabe, et ce en collaboration avec le président du Haut Conseil de la langue arabe, Dr Salah Balaïd, avec la participation de centres diplomatiques et consulaires à l'étranger. À cette occasion, Sofiane Cheyeb a souligné la place que l'État algérien accorde à la promotion de la langue arabe et les efforts soutenus déployés pour enseigner la langue arabe aux enfants algériens résidant à l'étranger, la considérant comme l'un des piliers fondamentaux de l'identité nationale. L'attention particulière que l'État algérien accorde sur instruction des plus hautes autorités du pays à la satisfaction des différents besoins de notre communauté nationale à l'étranger, notamment dans les domaines de l'éducation, de la langue et de la culture. Nous y avons également présenté et examiné diverses initiatives en lien avec cet aspect, parmi lesquelles l'organisation d'un mois entier d'activités linguistiques et culturelles au profit de notre communauté. 50 ambassades algériennes à l'étranger célèbrent le mois de la langue arabe à travers cette commémoration particulière et à l'occasion de la Journée mondiale de la langue arabe, une influence remarquable qui témoigne de manière indiscutable de la concrétisation d'un point d'appartenance. L'arabe nous unit, tout comme la patrie nous unit. Diplomatie, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a participé samedi au Caire à une réunion de coordination des ministres des Affaires étrangères du mécanisme tripartite des pays voisins de la Libye, et sont en marge de la 2e session du forum de partenariat Afrique-Russie au niveau ministériel. Dans ce cadre, les ministres ont échangé les vues et les analyses sur les derniers développements sur la scène libyenne, convenant d'approfondir la concertation et la coordination entre les 3 pays, en prévision de la prochaine réunion du mécanisme tripartite qui se tiendra en Tunisie début 2026. Toujours au Caire, la ministre des Affaires du Conseil des ministres du Soudan, Lamia Abdelghafar, a demandé à ce que la milice des forces des soutiens rapides soit classée organisation terroriste et que les FSR soient tenus responsables des crimes les plus horribles qu'ils ont commis et continuent de commettre à l'encontre des civils. Lamia Abdelghafar a par ailleurs affirmé que le Soudan aspirait à une paix qui préserve sa souveraineté, son unité et son indépendance sans ingérence extérieure.
La situation humanitaire au Soudan plus catastrophique que jamais. Le chef de la mission de l'Organisation internationale pour les migrations dans le pays, Mohamed Rifat, a déclaré qu'environ 100 000 Soudanais devraient être déplacés de l'État du Sud Kordofan si les combats se poursuivent dans la ville de Kadougli, alors que de nombreux Soudanais restent toujours bloqués dans des zones extrêmement dangereuses. Et aux déplacements forcés s'ajoute la famine. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a estimé à 33 millions le nombre de personnes ayant besoin d'aide alimentaire et autres au Soudan. Le PAM a également annoncé se trouver contraint de réduire les rations alimentaires fournies aux Soudanais en raison d'un manque de financement à compter du mois de janvier prochain. Et ce drame en Afrique du Sud, au moins 10 personnes ont été tuées et 10 autres blessées lors d'une attaque armée survenue dans la nuit de samedi à dimanche à Bekkersdal, à l'ouest de Johannesburg. L'attaque s'est produite dans une taverne lorsque des assaillants non identifiés ont ouvert le feu de manière indiscriminée sur les clients à l'intérieur de l'établissement ainsi que sur des personnes rassemblées à l'extérieur. Vers 1h du matin, une Quantum blanche et une Toyota Etios argentée sont arrivées devant le bar derrière nous. Elles ont trouvé des clients et sont entrées dans l'établissement. Le bar avait une licence et s'est encore ouvert aux heures autorisées. Une dizaine d'hommes sont descendus des 2 véhicules et ont ouvert le feu sans raison apparente sur les clients. On ouvre à présent notre dossier russo-ukrainien. Les autorités ukrainiennes ont annoncé la mort de 2 personnes à Donetsk et Zaporizhzhia à la suite de 2 bombardements imputés à la Russie qui auraient visé l'est du pays, provoquant d'importants dommages matériels. Les troupes russes gagnent de plus en plus de terrain. Le ministère russe de la Défense a indiqué dans son dernier rapport qu'au cours des dernières 24 heures, ses forces avaient pris le contrôle de 2 nouvelles localités dans la région de Soumy et de Donetsk. Le ministère a également indiqué que ses forces avaient frappé des installations servant au transport d'armes, de munitions et de dépôts de carburant fournis par l'Occident, ainsi que des sites de déploiement temporaire des forces ukrainiennes. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé ce dimanche à des consultations plus larges avec les partenaires européens après les pourparlers qui ont eu lieu en Floride la semaine dernière. Dans un message publié sur Telegram, le président a déclaré que les discussions progressaient à un rythme raisonnable et que son équipe continue à travailler à Miami avec la partie américaine. Le service de presse de la présidence ukrainienne a diffusé samedi soir un enregistrement audio de l'interview du président Zelensky avec des journalistes dans laquelle il a déclaré que l'Ukraine et ses alliés européens devraient continuer à soutenir les pourparlers de paix en cours menés par les États-Unis avec la Russie. Le chef de l'État répondait à une question concernant les propos du président français Emmanuel Macron qui laissait entendre que l'Europe devrait renouer avec des pourparlers directs avec la Russie si les efforts menés par les États-Unis échouaient. Nous devons nous battre pour les États-Unis d'Amérique. Nous devons nous battre pour un format où nous restons unis avec tous nos alliés. Les États-Unis jouent un rôle de médiateur et de partenaire, aux côtés de nos alliés européens qui nous soutiennent. Je crois en une alliance solide et nous devons lutter pour la préserver. Si nous n'y parvenons pas, chacun envisagera bien sûr d'autres options et un format différent. Mais nous devons continuer à nous battre pour elle. Volodymyr Zelensky a par ailleurs appelé les États-Unis à exercer plus de pression sur Moscou et à accentuer son soutien militaire à Kiev pour dissuader le président russe.
À mon avis, les États-Unis devraient exercer une pression légèrement plus forte sur les Russes et ne leur laisser aucun autre choix. Car si ce n'est pas la diplomatie, alors l'Amérique doit affirmer clairement, à défaut de diplomatie, ce sera la pression maximale, un important envoi d'armes à l'Ukraine, un soutien très ferme à l'Ukraine et des sanctions américaines globales imposées à l'ensemble de l'économie russe et à tous les secteurs qui génèrent des revenus pour la Russie. On en parlait également tout à l'heure en titre. Le président russe Vladimir Poutine a accueilli ce dimanche un sommet du Conseil économique suprême eurasien à Saint-Pétersbourg. Il était accompagné du président biélorusse Alexandre Loukachenko, du premier ministre arménien Nikol Pachinian, du président kazakh Kassym-Jomart Tokayev, du président kirghize Sadir Japarov, ainsi que du président du Conseil de la Commission économique eurasienne Bakidze Saduntayev. L'Union économique eurasienne dirigée par la Russie comprend également donc le Kazakhstan, la Biélorussie, l'Arménie, le Kirghizistan, mais la Russie est de loin la plus grande économie de l'Union. Les États-Unis ont intercepté un pétrolier au large des côtes vénézuéliennes en eau internationale. C'est ce qu'a confirmé samedi la secrétaire américaine à la sécurité intérieure Kristi Noem. Une mesure qui intervient quelques jours seulement après que le président américain Donald Trump ait annoncé un blocus de tous les pétroliers sous sanctions entrant et sortant du Venezuela. Les États-Unis ont intercepté un autre navire au large des côtes du Venezuela dans les eaux internationales. C'est ce qu'ont déclaré ce dimanche deux responsables américains à Reuters. Il s'agit donc de la deuxième opération de ce type ce week-end. Les responsables s'exprimant sous couvert d'anonymat n'ont pas précisé quel navire avait été intercepté ni le lieu exact de l'opération. Une partie importante de San Francisco a été touchée par une panne de courant samedi. Selon le service de gestion des urgences et la principale compagnie d'électricité de la ville, la panne de courant a touché environ 130 000 habitants, provoquant des embouteillages et contraignant certains commerces à fermer temporairement. À l'approche des prochaines échéances électorales, l'inflation s'impose comme un enjeu central aux États-Unis. Dans le Michigan, État clé de la présidentielle américaine, les difficultés économiques fragilisent une partie de la base électorale de Donald Trump. Commentaire Maria Schouyer. Par une matinée enneigée dans une région rurale du Michigan, État clé de la présidentielle américaine favorable à Trump, une trentaine de voitures étaient stationnées devant une banque alimentaire. À l'intérieur, des bénévoles emballaient de la laitue, des pommes et d'autres produits de première nécessité, dont le prix est resté élevé cette année. La situation était vraiment très difficile, mais j'ai constaté des changements, ce qui est positif, et j'espère en avoir d'autres bientôt. Cela ne fait qu'un an que Donald Trump est à la présidence, donc je vais attendre un peu avant de me prononcer définitivement. Mais je m'attendais à mieux. J'espérais vraiment que les choses allaient revenir à la situation d'avant Biden. Je n'ai jamais autant ressenti l'impact de l'inflation de ma vie. Normalement, les salaires augmentent. On peut suivre l'évolution du coût de la vie. Mais là, l'inflation est hors de contrôle et les salaires n'augmentent pas. C'est vraiment difficile. L'inflation reste trop élevée et les salaires ne suivent pas. Des tensions économiques qui touchent aussi les entrepreneurs et fragilisent les commerces locaux. Je comprends les difficultés que chacun rencontre, moi y compris. J'aimerais que Trump assume ses responsabilités et agisse plus rapidement, mais je ne sais pas comment cela se passera. J'espère seulement qu'il le fera bientôt.
À l'approche des échéances électorales, l'inflation devient un enjeu politique central. Les démocrates dénoncent une déconnexion des responsables républicains avec la réalité quotidienne auxquelles font face les Américains. L'opportunité de cette élection générale est d'associer franchement Mike Rogers à Donald Trump. Deux hommes riches qui ignorent tout du coût de la vie et qui ne comprennent pas les véritables difficultés que rencontrent les gens face à cette hausse. Mais tous ne partagent pas ce même constat. Certains estiment que la pression inflationniste recule et que la situation s'améliore. Je pense que l'inflation a considérablement baissé. Si je ne me trompe pas, la dernière fois que j'ai consulté les chiffres, elle était de 3%. Avec l'administration précédente, elle était de 9%. L'inflation a donc diminué. Je ne pense donc pas que l'inflation soit un problème majeur pour les gens. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Entre frustration économique, bataille politique et espoir prudent de la population, le Michigan apparaît plus que jamais comme un baromètre social. Dans cet état décisif, l'inflation pourrait bien peser lourd sur les choix électoraux à venir. Le conflit frontalier entre le Cambodge et la Thaïlande a fait plus de 500 000 déplacés côté cambodgien ces 2 dernières semaines. C'est ce qu'a déclaré le ministère de l'Intérieur ce dimanche. Plus d'un demi-million de Cambodgiens, y compris des femmes et des enfants, subissent de graves difficultés en raison de déplacements forcés de leur foyer et de leurs écoles pour échapper aux tirs d'artillerie, aux roquettes et aux bombardements aériens, évaluant à 518 611 le nombre total de personnes évacuées. En Thaïlande, quelques 400 000 personnes ont été déplacées à cause de la reprise du conflit frontalier, selon Bangkok. C'est la fin de cette édition de Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.